monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du galop 4. Pour commencer, le galop 4, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un examen qui valide les connaissances pratiques et théoriques d'un cavalier. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que je le passe bientôt et que je trouve que c'est un galop super important quand même parce que ça franchit une étape et après on a plus d'autonomie avec le cheval, on peut partir en balade plus facilement et je trouve ça super cool. Le galop 4 c'est un brevet des cavaliers, donc c'est un diplôme vraiment qui valide tout ce qu'on a pu faire pendant plusieurs années. Bon bah on va tout de suite voir toute la théorie. C'est parti! Donc on se retrouve pour la première partie de la théorie. On va parler de l'alimentation. Alors l'alimentation du cheval, donc ça doit se diviser en 3 à 5 repas par jour. Elle peut être constituée de fourrage, de concentré. Donc les fourrages, on a la paille et le foin, et les concentrés, on a les céréales, l'avoine, l'orge et le maïs, et on a les aliments complets. Il faut savoir que le cheval ne rumine pas contrairement à la vache, et également qu'il ne peut pas vomir à cause de certains muscles situés devant son estomac. Au niveau de l'eau, il faut qu'il boive 20 à 40 litres d'eau par jour. C'est également pour ça qu'il faut qu'il ait de l'eau en continu, toujours à disposition, pour qu'il puisse s'abreuver correctement. Il faut également savoir ce que veut dire couper l'eau. Il faut répartir quelques brins de paille sur l'eau qui est trop froide et donc empêcher le cheval de boire trop vite. L'alimentation du cheval doit être diversifiée, équilibrée, adaptée à son activité, à son âge et à sa taille. Grignoter la paille limite l'ennui. Il faut distribuer en premier l'eau, puis le foin et en dernier les granulés, car si l'on distribue l'eau après le foin, cela peut gonfler et provoquer des coliques. L'idéal est de donner l'eau, le foin et 1 heure après les granulés, afin d'éviter que le foin ne balaye les granulés. Pour finir, il peut être bien de connaître le système digestif du cheval et également de savoir que son estomac fait de 12 à 15 litres, qu'il est petit et fragile. Pour la deuxième partie de notre théorie, nous avons les protections de travail. C'est un grand sujet qui comporte beaucoup de protections, mais le premier point, c'est qu'il faut savoir en poser. Si vous ne savez pas en poser ou si vous n'en avez jamais posé, je vous conseille de le faire, de demander à votre monitrice de vous montrer pour que vous sachiez le faire le jour du galop 4. Pour commencer, les guêtres fermées qui protègent l'étendard, la face interne du boulet et le canon en entier. Ensuite, les guêtres ouvertes qui protègent la face interne et externe des tendons. Pour fermer des guêtres, commencez par la languette du milieu, puis celle du bas et enfin celle du haut. Elles sont généralement utilisées sur les membres antérieurs. Ensuite, les protège-boulets qui protègent la face interne et externe du boulet. Elles sont utilisées sur les postérieurs. Pour les poser, fermez-les à mi-canon et laissez-les se positionner naturellement sur le boulet. Ensuite, les cloches. Il en existe 2 types, les cloches fermées et les cloches ouvertes, ou cloches ouvrables. Protègent la couronne, le bourrelet périoplique et les glomes. Elles se posent généralement sur les membres antérieurs. Pour finir, les bandes de polo qui protègent le canon, les tendons et le boulet. Elles peuvent se poser sur les membres antérieurs ou sur les membres postérieurs. Si vous devez rouler des bandes, commencez toujours par l'extrémité velcro. Pour poser des bandes, commencez à les poser au tiers supérieur du canon, redescendez-les jusqu'à l'ergot, puis remontez-les vers le haut et fermez le velcro. Faites attention à donner une tension régulière à chaque tour de bande qui recouvrira de 3/4 le précédent. Alors, on se retrouve pour la troisième partie de notre théorie. Nous avons les figures de manège. Alors, les figures sans changement de main, nous avons le cercle basique de 10 à 20 mètres de diamètre. Ensuite, nous avons la volte. C'est un petit cercle de 6 à 10 mètres de diamètre. Et nous avons le contre-changement de main qui est une ligne brisée. C'est l'enchaînement de 2 obliques. Ensuite, nous avons les figures avec changement de main. Donc, la basique diagonale, la demi-volte et la demi-volte renversée, qui est un oblique suivi d'un demi-cercle. Ensuite, nous avons les figures appelées figures particulières, qui sont les figures où nous pouvons choisir de changer de main ou non. Nous avons le doublé dans la longueur et le doublé dans la largeur. On se retrouve pour la quatrième partie qui parle du galop. Alors, le galop, c'est la troisième allure du cheval, l'allure la plus rapide, qui est de 20 à 30 km/h, soit 500 à 550 mètres par minute.
C'est une allure basculée dissymétrique à 3 temps inégaux suivie d'une phase de projection. Il existe 2 types de galop, le galop à droite et le galop à gauche. Le mécanisme du galop à droite, c'est postérieur gauche, diagonale gauche, antérieur droit suivi de la phase de projection. Au galop à gauche, le cheval posera d'abord son postérieur droit, son diagonal droit, puis son antérieur gauche. Et pour finir, la phase de projection. On passe à la 5e partie qui parlera du contact et l'emploi des aides. Alors déjà, il y a plusieurs choses à savoir, plusieurs définitions à connaître. La définition de l'assiette, c'est la qualité qui permet au cavalier de conserver son équilibre en toutes circonstances. Et également la définition du contact, qui est l'ensemble des prises d'informations que vous établissez avec votre monture afin de créer une communication de base qui permet le langage des aides. Mais les aides, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut utiliser pour communiquer avec son cheval. Il y a les aides naturelles, comme l'assiette, les mains, les jambes, mais aussi les aides artificielles, comme la cravache ou les éperons. Il faut toujours faire attention à être coordonné. Par exemple, ne pas freiner avec ses mains et demander d'accélérer avec ses jambes, ce qui est contradictoire, et donc le cheval ne le comprendrait pas. On se retrouve dans notre 6e partie, qui est le déplacement des hanches. Vous devez savoir déplacer les hanches de votre cheval au pas pour le galop 4. Mais comment on fait? Vous devez garder votre jambe interne à la sangle pour maintenir l'impulsion si jamais votre cheval a tendance à ralentir. Si au contraire il accélère, gardez toujours le contact et freinez-le si besoin. Avec votre jambe extérieure, vous devez la reculer, la mettre en jambe isolée et exercer une pression discontinue pour demander à votre cheval de déplacer ses hanches. Normalement, il devrait garder ses antérieurs sur la piste et décaler ses hanches et marcher de travers. On se retrouve dans notre 7e partie qui parlera des obstacles et de comment sauter. Alors, il y a différentes familles d'obstacles qu'il faut connaître. Les obstacles d'initiation, couramment appelés cavaletti, qui dépassent généralement pas 50 cm. Les obstacles mobiles, qui sont conçus de sorte à ce que les éléments puissent tomber. Et les obstacles fixes, qui sont, contrairement aux obstacles mobiles, conçus pour ne pas tomber, comme par exemple les murs. Ensuite, les différents profils d'obstacles. On a les verticaux, les obstacles qui sont tous mis sur un seul plan, de cette façon. Les obstacles larges qui sont composés de 2 plans. Et les obstacles de volée qui sont composés de plusieurs plans, plus ou moins éloignés, qu'il faut franchir d'un seul saut. Bien sûr, il faut connaître les différents obstacles qui existent, et il faut savoir dans quel sens on peut les franchir. Pour les apprendre, c'est que du par cœur, alors je ne m'étalerai pas trop sur le sujet. On se retrouve dans notre 8e partie qui parlera du mécanisme du saut. Le cheval décompose son saut en 6 phases. Pour commencer, battue des intérieurs et battue des postérieurs, qui constituent la battue d'appel, la prise d'élan pour quitter le sol. Ensuite, la phase ascendante, le plané et la phase descendante. C'est l'évitement de l'obstacle par le cheval. Et pour finir, la réception, la reprise de contact avec le sol. Bien sûr, pour encaisser le saut, le cavalier doit être en attitude d'équilibre sur les étriers. Le cavalier doit laisser le cheval sauter sans le gêner en le précédant ou en étant en retard. À l'abord, le cavalier doit regarder droit devant lui dans l'axe de l'obstacle. Il doit diriger son cheval perpendiculairement au milieu de l'obstacle. Il doit conserver un tracé en ligne droite et maintenir l'impulsion. À la réception, le cavalier doit redresser son buste en se rapprochant de la selle. Il doit également regarder droit devant lui et conserver un tracé en ligne droite, entretenir ou redonner de l'impulsion. On se retrouve pour notre 9e partie qui parlera du transport des montures. Le plus important est de protéger les membres de votre cheval. Il faut également savoir les différentes protections qui existent. Pour cela, vous pouvez vous aider du schéma qui est là ou alors regarder dans votre livre. Il faut savoir que le cheval est transporté dans un van. Il peut être bien de savoir poser des protections de transport, mais ce n'est pas obligatoire. Notre 10e et dernière partie qui parlera des morts. Il faut connaître les différents types de morts qui existent. Cette partie de la théorie n'est pas dans tous les livres, mais mieux vaut apprendre au cas où. Pour finir, voici les quelques astuces que je pourrais vous donner. Déjà, si vous avez comme moi un livre où tout est mélangé du galop 1 à 4, mettez des petits post-it pour pouvoir vous y retrouver. Comme ça, vous pourrez directement tomber sur tout ce qui parle du galop que vous êtes en train d'apprendre. Deuxième petit conseil que je pourrais vous donner, c'est si jamais vous devez apprendre une définition, n'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois, de sorte à ce que ça rentre
et que vous la sachiez par cœur au bout d'un certain temps. Et troisième et dernier conseil, si vous avez un livre super grand qui résume beaucoup de choses, mais que la plupart vous savez déjà, faites-vous une fiche de révision, comme j'ai pu le faire ici, avec seulement les choses que vous ne connaissez pas. Comme ça, vous révisez seulement l'essentiel et vous ne revoyez pas à chaque fois ce que vous connaissez déjà et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!